Salut tout le monde, on vous retrouve aujourd'hui avec Wen sur un format un peu spécial, le premier du genre d'ailleurs, c'est un format interview. On va bien commencer pour cette première édition justement avec TK qu'on a le plaisir de recevoir, TK Mining, salut. Bonjour à vous deux et merci avant toute chose pour l'invitation. Avec grand plaisir, je suis accompagné comme à l'accoutumée, vous commencez à le savoir, de la Miss Smart qui est là. Toujours présent. TK, un plaisir de te recevoir parmi nous. Comment tu vas? Écoute, superbement bien, on a du beau temps en Belgique, ce qui est plutôt relativement rare pour la période de l'année visiblement, donc ça va bien, même si j'ai l'impression que le temps se porte mieux que le marché crypto actuellement. Ouais, pour le record, hein, parce que on est le mardi 25 juin, donc on est avec un marché qui est un petit peu ensanglanté. Bah écoute, on va découper ça, TK, je te propose qu'on découpe ça en quatre grandes parties. Avec des petits jeux de temps en temps, enfin des petits jeux, des petites animations pour dynamiser un petit peu tout ça. Donc on va faire une première grosse partie sur toi et les crypto-monnaies en général. Ensuite, on va faire un petit point sur ta vision du marché actuellement, comment tu le vis, comment tu Parfait. gères tout ça. Ensuite, troisième partie, on parlera du minage, hein, bien sûr, TK Mining, le minage. On pouvait pas faire l'impasse sur le sujet. Et puis c'est vachement intéressant. Et on terminera par un petit peu ta relation vis-à-vis de l'influence au global dans la cryptosphère, on peut dire. Et on terminera justement on terminera et on coupera au milieu par des petits jeux, mais ça, vous le verrez au fur et à mesure. Donc déjà, première question qui nous vient à l'esprit, c'est comment tu as connu les cryptos? Alors, la crypto, ça fait un bon moment que j'ai connu. Alors, j'en ai entendu parler pour la première fois en 2013. Sauf qu'à l'époque, j'avais clairement d'autres choses à faire. Je venais de me lancer dans la vie active, j'avais un appartement, j'étais en train de regarder pour acheter une maison et tout. Donc, j'avais bien vu qu'il y avait effectivement, on parlait un petit peu du Bitcoin sur Internet, sur les forums spécialisés. Donc, j'avais conscience qu'il y avait ça, mais voilà, je savais juste que ça existait. Et en fait, c'est en 2016 où, à un moment donné, j'étais en train de chercher un petit peu comment me faire un peu d'argent de poche sur le côté, histoire d'arrondir un peu les fins de mois pour me faire plaisir. Et c'est à ce moment-là que je découvre que, bon, parmi toutes les choses qu'il y a possible à faire sur Internet, il y a un marché qui a un petit peu le vent en poupe à ce moment-là. C'est le marché des crypto-monnaies, du Bitcoin et compagnie. Et effectivement, il y a possibilité d'acheter des crypto-actifs, d'éventuellement pouvoir les revendre plus cher que ce qu'on les a achetés, et donc de gagner un petit peu d'argent là-dessus. Et donc c'est comme ça que je suis arrivé vraiment dans le marché des cryptos et que j'ai commencé. Donc moi j'ai commencé pas tout début 2016, mais pas loin du début 2016, et depuis j'ai plus jamais quitté l'écosystème, quoi. Et c'est un pote qui t'a fait découvrir ça ou tout seul sur Internet, tu t'es intéressé? Comment ça s'est... C'était quoi le Ah, déclencheur? pur hasard, hein, comme je te dis, tu sais, la phrase bateau sur Google, comment gagner de l'argent sur Internet. D'accord. c'était, On a c'était le tous truc. tapé. Je veux être riche grâce à Internet et sans bouger de chez moi, comment je fais? C'était un peu ça l'idée. En fait, non, j'ai pas eu un pote, j'ai pas eu. Déjà en 2016, il faut savoir que le marché n'était pas du tout ce qu'il est à l'heure actuelle, hein. C'était déjà quand même un peu répandu. On n'est pas non plus en 2013 quand personne en parlait. Mais en 2016, c'était pas comme maintenant. Donc j'ai un peu découvert par hasard. Et puis j'ai commencé à discuter avec des gens sur les forums. J'ai commencé à rejoindre des groupes privés et autres pour discuter. Et donc là, entre guillemets, je me suis fait des amis, mais j'avais pas de connaissances précises de la vie de tous les jours qui s'y intéressaient, quoi. D'accord. Mais c'est quel aspect des cryptos qui t'a plu? C'est vraiment le côté argent? C'est le côté tech? T'étais déjà dedans un petit peu, la tech, ce côté geek? Alors moi le côté geek, oui à mort, parce que je suis joueur, enfin je suis un gros joueur PC et j'ai toujours aimé monter mes machines, configurer mon ordinateur, donc j'ai jamais acheté de PC tout fait en magasin, tu vois. Moi il faut que je sélectionne les composants, que je bidouille et tout, donc ça j'avais le côté technique un peu bidouille, être à l'aise avec l'outil informatique de manière générale, c'était pas un problème, donc ça voilà, c'est vrai que j'ai eu plutôt facile de ce côté-là, mais c'est vrai que comme quasiment tout le monde, hein, ma première approche au début ça a vraiment été l'argent. Parce qu'au début, quand on te dit ah, il y a Bitcoin qui existe, t'en as jamais vraiment entendu parler, si ce n'est, tu sais, c'est l'argent d'Internet pour le dark web et tout, pardon. Euh,
il y avait au début, il n'y avait pas du tout de volonté de se dire, ok, il y a quelque chose derrière ni rien, quoi. Le but, c'était vraiment de se faire un peu d'argent sur le côté. Et encore une fois, le but aussi, c'était pas de devenir millionnaire ou tu sais, de faire, de taper des grosses sommes. Le but, c'était juste de se dire, si je fais 20 euros sur le mois, je suis content. 20 euros, ça me paye un ciné, un resto, enfin un petit truc, tu vois. Donc il y avait vraiment ça. Et c'est par la suite. En fait, quand je me suis vraiment plongé dans l'écosystème, que j'ai découvert, ok, il y a l'aspect argent qui est très présent et qui est très bien et tout ce qu'on veut, mais à côté de ça, tu as aussi un aspect technique avec une technologie qui est derrière, des principes de fonctionnement, des solutions qui utilisent des ordinateurs, des machines, etc., etc. Donc je me suis aussi rapidement accroché à ça parce que, mine de rien, ok, l'argent c'est sympa, c'était cool, mais la partie un peu technique aussi m'a bien plu. Et c'est d'ailleurs pour ça, on en parlera plus tard, mais que je me suis plongé dans le minage, les nodes et tout, parce que la partie tech m'intéresse aussi également. D'accord, ouais. Et du coup, j'allais dire à combien t'as acheté tes premiers bitcoins, mais au final, c'est quoi la première crypto que t'as acheté? Bitcoin, première Ouais. crypto Bitcoin que j'ai acheté, et à l'époque, je pense que c'était aux alentours des 300 ou 350 dollars le Bitcoin, quoi. T'as hold? À l'époque. Celui-là, je l'ai toujours hold, ouais, Ah, parce que évidemment. attention, il faut se dire aussi à l'époque, quand j'ai investi la première fois dans le Bitcoin, j'étais persuadé que je me faisais avoir, hein, j'étais persuadé que c'était une arnaque. Je me suis dit, c'est un MLM, tu vois, le Ponzi classique et tout. Donc j'y suis pas, à l'époque, pareil, c'était pas aussi répandu que maintenant les crypto-monnaies. Donc j'y suis pas allé en mode gros all-in, genre je place des milliers et to the moon. Non, non, à l'époque, je me dis, c'est un scam, je vais me faire avoir. Donc quitte à perdre de l'argent, autant pas en perdre de trop. Et donc, au début, quand j'ai commencé à investir, j'ai investi tout doucement, hein. Je crois que le premier achat que j'ai fait, c'était une centaine d'euros. Et même en achetant 100 euros, tu vois, je me suis dit, c'est pour les paumer, c'est bête, quoi. Donc, je ne suis pas allé en mode par paquet de 10 000 ou 20 000 euros en me disant, c'est le futur, c'est l'avenir, je vais être riche, quoi. Ouais, ouais. Et du coup, t'as vécu deux boules, ouais, Ouais, deux boules de bear. 2017 et 2021, et donc deux bears, bear de 2018 et bear de 2022, 2022-2023. Et du coup, est-ce que ton deuxième bear a été meilleur que le premier? Il a été meilleur en termes entre guillemets, de santé mentale et de mouvement sur le marché. C'est-à-dire que la première fois que tu te prends un moins 80, moins 90% sur ta position, ça pique. Et tu te dis que c'était peut-être une arnaque. La deuxième fois, accessoirement, j'étais déjà mieux préparé parce que mon premier bull, j'étais comme tout le monde, hein. C'était ça va to the moon. Donc le Bitcoin, à l'époque, on avait été flirté à la TH avec les 20 000 dollars, mais Ouais. à l'époque, on était persuadé que c'était 50 000, road to 50. Donc moi j'avais suivi et j'avais vendu un peu tard en me disant bah oui mais ça va remonter, ça va remonter. Spoiler alerte avec le bear, ça remonte pas, ça remonte pas avant longtemps. Donc la deuxième fois, j'étais beaucoup mieux préparé et j'ai beaucoup mieux temporisé et testé le marché, au point que voilà le potentiel troisième bull run qui devrait arriver, j'espère. Alors, je vais pas dire que je vais faire un sans faute parce qu'il n'y a jamais de sans faute, mais je pense que je le gérerai encore mieux que les deux précédents, quoi. Ouais, on a tous une grande idée qu'on met en place de bull run en bull run. Moi, c'est sortir un petit peu plus tôt et un petit peu plus progressivement. Est-ce que t'as, toi, un leitmotiv pour ce bull run, une idée que tu vas mettre en place? Ah, c'est encore plus. Donc moi je suis quelqu'un qui est très attaché à l'achat ou la vente par palier, hein, donc me fixer des paliers d'achat ou des paliers de vente. Et c'est vrai que par le passé je le respectais, mais j'étais un peu timide. Tu vois, je disais ok, premier palier 10%, deuxième palier 10%, et en gros à un moment donné t'arrives au troisième, quatrième palier, le marché s'effondre et donc t'as vendu 30 ou 40%. Et pour le prochain bull, j'aimerais terminer avec vendu à 80 voire 85% mes positions au total, quoi. Donc Hmm. sortir pas plus tôt, mais sortir plus, pour pas avoir peur de prendre des profits, quoi. On est souvent timide des fois un petit peu au début, on se dit ah, on va prendre des profits, en fait le truc il va continuer de partir à la hausse et quand tu l'as pas expérimenté la contrepartie, c'est-à-dire la chute qu'il peut y avoir derrière, tu n'as pas ce réflexe, là après un PTSD de perte, t'as plus ce réflexe de pouvoir te dire je suis capable maintenant de prendre plus gros en profit quoi. C'est quoi le type de token que tu fuis? Moi, je vais dire de manière générale, même si ça devient très 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 difficile d'avoir ça de nos jours dans la crypto, parce que le marché est plus du tout comme avant, mais moi j'aimais beaucoup les projets justement où t'avais pas de tout ce qui était libération neutre, c'est-à-dire donc il n'y avait pas de pré-mine, il n'y avait pas de VC. Donc pas de gens qui pouvaient entrer en avance sur les projets, chose qui c'est quasiment impossible maintenant. Donc vraiment ce qu'on appelle dans le domaine un fair launch, c'est-à-dire que vraiment tu as un projet de crypto-monnaie, peu importe le domaine qui arrive, et qui dit
voilà notre projet et on le file à la communauté. Et ok, si vous avez été hyper early, vous allez peut-être avoir plein de coins pas chers ou autre, ça c'est quelque chose. Mais plus des projets, enfin pas des projets où on te dit bah ouais, il y a 10% pour la team, 10% pour la trésorerie, 10% pour les VC, 10% pour le round 2 des VC, 10%, tu vois. Ça c'est vrai que c'est plutôt entre guillemets un red flag que j'ai. Mais malheureusement, de nos jours, c'est quasiment impossible de trouver des projets où t'as plus de VC, où t'as des fair launch et tout ça, parce que bah voilà, ça existe plus. Le domaine est vraiment devenu, je vais pas dire professionnel, mais il y a un appât du gain, un appât de l'argent qui est tellement fort que bah ouais, t'as des préventes, t'as des pré-sales, t'as tout ce genre de choses il y avait déjà avant, mais il y en avait beaucoup moins quoi. Mhm. Et tu penses que c'est à proscrire ça? Est-ce que tous les tokens doivent être lancés en fair launch ou au contraire full VC ou justement c'est bien d'avoir les deux? Tu penses quoi de ça? Ça a des avantages et des inconvénients. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu pars en fair launch, donc vraiment une distribution classique, enfin pas classique, mais où tout le monde a les mêmes chances, bah, c'est le côté le plus fair possible. Et donc tu peux avoir ça que dans la crypto-monnaie. Mais par contre, c'est vrai qu'avoir des VC, bah, c'est potentiellement des gens qui ont eu des tarifs avantageux, tout ce que tu veux de ça. Mais accessoirement, c'est eux aussi qui apportent principalement de l'argent frais dans le projet. Et donc, bah, à un moment donné, on sait à quel point le marketing maintenant est hyper important de nos jours. Hein. Dans la crypto, voilà, si tu peux avoir le pire des projets, si tu as un bon marketing, ça va fonctionner. Et au contraire, tu as un projet qui a une super bonne tech, qui a un truc incroyable, mais qui a pas de publicité, bah, ça restera au fond, ça prendra pas. Donc c'est ça aussi l'avantage des VC, ils n'ont pas que des torts, c'est qu'ils peuvent apporter beaucoup de liquidités, donc ça permet d'engager beaucoup de développeurs, ça permet de faire des mises à jour plus rapides, plus régulières, parce qu'il y a plus d'argent dans les caisses, mais accessoirement, bah, eux, ils ont besoin d'un retour sur investissement à un moment donné, et donc si tu arrives un peu tard, bah, tu peux être malheureusement le dindon de la farce, quoi. Hmm. Donc t'es plus pour la coexistence te gêne pas en tant que telle quoi. T'es pas pour un full fair launch ou full VC. Ouais, je suis pas contre, mais c'est-à-dire Hmm. que si à un moment donné, imaginons un cas idéal où tu as deux projets qui sont, on va dire, similaires, si ce n'est leur mode de fonctionnement, avec un avec des VC et l'autre sans VC, c'est vrai qu'à choisir, je prendrais plutôt celui en fair launch. Tu vois, on aurait deux projets identiques dans le même Hmm. secteur, je prendrais plutôt ça. Mais voilà, encore une fois, de nos jours, c'est quasiment impossible d'avoir des projets lancés en fair launch, quoi. Est-ce que tu crois qu'on faut miser sur pour ce bull run à venir s'il vient bien entendu? Est-ce qu'il faut miser sur des narratifs ou savoir sauter de narratif en narratif en fonction de la tendance? Clairement sauter de narratif en narratif et suivre la tendance parce que enfin, le narratif d'un moment d'un cycle il peut très vite passer. Je veux dire à un moment donné en 2020 2021 tout le monde était entre guillemets sur les NFT, tout le monde était dans le métavers et il y avait plein d'argent à se faire dans les NFT les métavers. Mais si actuellement encore, tu es toujours dans les NFT et les métavers, si tu as tout gardé, hein, on va partir de ce principe-là, bah là tu es très mal parce que c'est Hmm. clairement des narratifs qui pour le moment n'ont plus le vent en poupe et qui n'intéressent plus trop les gens. Les gens sont sur d'autres secteurs. Donc je dirais que l'investisseur parfait, entre guillemets, c'est celui qui sauterait d'opportunité en opportunité en passant justement de ces narratifs qui ont par moment beaucoup d'attrait et d'autres moments beaucoup moins, quoi. Hmm. Ok. Les gros gains de ce bull run vont être dans la capacité justement à bien timer la fin d'un narratif pour aller retourner vers le bon. Le tout, pas de manière constante, parce qu'après, à surtrader, si tout le temps on se dit allez, je saute de là à là, etc. Mais sur une partie de mon capital, moi je pense que c'est ce que je vais faire. Peut-être 20 à 50% de mes positions. Je vais essayer de les jouer un petit peu comme ça. Autre question, un sujet qui... Après, j'ai ma petite idée, mais ce serait intéressant de voir ce que tu répondrais. Mais c'est parce on a qu'une perception de TK. Hein. Sur quel sujet de la crypto t'es le moins à l'aise? Si on prend, je dis n'importe quoi, analyse technique, la fonda, le mining, sur lequel tu te Blockchain. sens le moins compétent, entre guillemets, bien sûr. Hein. Je dirais tout simplement celui que je pratique le moins, donc c'est vraiment la DeFi. Parce que la DeFi, j'en fais très très peu, ce qui est un gros tort. Hein. Moi, je suis team boomer, donc team j'aime bien les exchanges centralisés parce que ça va bien et parce que j'ai mes petits trucs.
Donc, mais ouais, la DeFi, tout ce qui tourne, enfin, la DeFi en tant que telle, c'est-à-dire que vraiment, aller faire un swap sur Uniswap, je sais le faire, tu vois, c'est pas ça. Mais c'est vraiment tout ce qui est par exemple, les pools de liquidité, j'en ai un peu fait, mais pas trop. Tout ce qui est le lending, le borrowing, tu vois, donc prêter des coins, en avoir d'autres qui vont générer un autre token que je vais remettre dans un autre système qui va me générer un autre token, etc., etc. Un peu ce que faisait à l'époque, c'était Crypto Farmer Hmm. qui faisait ça, tu vois, il passait de truc en truc. Au final, il avait une montagne. Ça, accessoirement, j'ai jamais accroché, pas que, voilà, j'étais pas intéressé, mais parce que j'avais déjà le nez dans le guidon pour plein d'autres choses. Donc à un moment donné, tu sais pas être partout. Et c'est vrai que si, enfin voilà, quand j'ai des gens qui viennent me poser des fois des questions sur la DeFi, enfin, je suis honnête, hein, je sais pas Hmm. répondre parce que c'est pas mon secteur, quoi. Je suis pas super à l'aise là-dessus. Ok. Donc là, t'es pas du tout dans la DeFi, même pas, tu poses rien sur les protocoles, tu sors de Là, là. c'est rien, les seuls trucs là, j'ai sur Alephium, il y a un peu de DeFi qui est lancé et j'en fais un tout petit peu parce que j'ai rejoint les pools de liquidité, mais c'est le niveau zéro de la DeFi quoi. Hmm. Allez, bah du coup, on va passer sur des questions un peu plus légères. Au Euh, revoir. ouais, après la DeFi. Est-ce que tu te souviens de ta plus grosse boulette? À part investir sur des conneries où j'y ai cru, mais que ça a pas pris, ça c'est un truc. Euh, j'ai eu la chance, entre guillemets, de passer entre les gouttes de pas mal de problèmes. Bah, la plus grosse, allez, celle qui m'a coûté le plus d'argent pour le coup, c'est d'avoir, et que je ne fais plus maintenant, c'est d'avoir laissé des fonds sur FTX. Ça, à l'époque, moi j'utilisais, j'étais trader FTX, enfin trader non, j'étais investisseur et je tradais un petit peu pardon sur FTX pour être correct. Et donc à ce moment-là, avant le crash, hein, donc on est avant le crash, on est sur FTX plateforme, je mets des gros guillemets américaines par rapport à Binance, qui est plutôt une plateforme asiatique, hein, pour le coup. Je mets de très gros guillemets en disant ça. Donc plateforme américaine avec un patron qui, sur le papier, a l'air pas mal, hein. Bonjour SBF, pour le coup, c'était vraiment une très mauvaise vision de lui. Mais donc tu sais, quasiment adoubé par les politiques américaines, plateforme qui, en quelques années, est venue se situer à la deuxième place derrière Hmm. Binance et qui grappille énormément de place. Accessoirement, pour être sur les deux, moi je préférais largement l'interface de FTX à celle de Binance. Oui. Ça, c'est vraiment une question de goût, hein, pur truc. Et puis, ce que j'aimais beaucoup avec FTX, c'est à l'époque, j'utilisais beaucoup, c'était le fait que si tu détenais une certaine quantité de FTT, le token maison de chez eux, tu pouvais avoir les retraits en ERC20 gratuits. Et on sait que par moment, les retraits en ERC20, ça peut représenter une grosse somme. Donc, c'est vrai que quand je devais retirer 50, je sais pas moi, 50 euros d'Ether et qui avait 40 euros de frais, bah là avec le FTT j'étais gratuit. Donc ça j'étais plutôt content. Donc j'avais laissé des fonds sur FTX parce que c'était des fonds que je tradais aussi, hein. Je veux dire, c'était pas juste pour les laisser là pour le fun. Je veux dire, j'ai des hardware wallets, j'ai tout ce qu'il faut pour les sécuriser, mais voilà, c'était dessus. Et puis à un moment donné, il y a eu le gros FUD qui pour le coup était réel. Mais au début, je me dis, bah non, c'est comme souvent le FUD sur les plateformes. Il y en a déjà eu il y en a déjà eu sur Binance, il y en a déjà eu sur KuCoin. Les retraits sont bloqués une heure ou deux, et puis ça repart et tout va bien. Et sauf que ça s'est pas terminé comme ça. Et donc, j'ai toujours des fonds qui se sont bloqués chez FTX, et je suis dans la procédure de recouvrement où, comme je disais, moi je suis parti du principe que j'avais absolument tout perdu. Hmm. Donc je récupérerais même 10 balles, c'est toujours 10 balles de repris. Je sais que j'aurai jamais l'argent que j'avais mis au départ, ça j'en ai fait vraiment le deuil, je me suis dit voilà c'est fini. Mais si à un moment donné il y a un petit truc à récupérer, bah voilà, je vais pas dire non, mais je m'attends à rien de fou quoi. Hmm. Et tu regrettes de pas avoir agi plus tôt, en fait, dès les premiers signaux? D'avoir fait confiance? Je regrette effectivement de ne pas avoir réagi plus tôt et d'avoir dit bah non, bah c'est comme d'hab. Et surtout, ce que je regrette et ce que je ne fais plus maintenant, c'est de me dire que un exchange, quel qu'il soit, peut être utilisé entre guillemets comme une sorte de portefeuille. C'est-à-dire que oui, ok, j'ai un ledger, j'ai un trésor, donc j'ai un hardware wallet, mais on est tous d'accord pour se dire que si à un moment donné tu veux faire quelques opérations par jour, bah c'est hyper pénible, hein, se connecter, faire le transfert, patati patata. Et bah, chose que je faisais pas avant, et ben maintenant je le fais. Maintenant, j'ai quasiment plus rien sur les exchanges, si ce n'est vraiment le strict minimum. Donc c'est peut-être maximum 1000 balles dessus. Et dès que j'ai fini mes opérations de trucs, je retire, je renvoie vers des portefeuilles sécurisés. Et tant pis, je paye les frais, tant pis, je fais les trucs, mais je ne laisse plus parce que j'ai trop peur. Je me suis fait avoir et donc voilà.
Dernière question pour cette partie. Elle va peut-être un exercice intellectuel pour toi, on va voir. Ou pas. On connaît ton attachement par rapport au projet Flux. Donc, on va pas te demander d'en faire l'éloge, ni pourquoi Flux c'est bien, etc. Mais plutôt, est-ce que tu aurais 3 ou même un, enfin peu importe, les défauts principaux que tu trouves à ce projet Flux? Ah, j'en ai plein. J'adore me faire l'avocat du diable, hein. J'adore. Parce que c'est justement un très bel exercice Tout de à fait. réflexion. À partir du moment où tu es attaché à un projet, à partir du moment où tu es investi sur un projet, tu dois lui reconnaître ses avantages, mais aussi ses défauts. Parce que si tu es persuadé que ton projet, c'est le meilleur du monde, qu'il est meilleur que tous les concurrents et tout, d'ailleurs, au passage, c'est pour ça que je suis de très près les concurrents de ce projet-là, parce que c'est toujours intéressant de voir comment les autres font les choses, comment ils les apportent, etc. etc. Donc, clairement, c'est pas un problème pour moi. Et donc, je peux t'en citer plusieurs. Premier problème, le plus gros problème de Flux, on en a parlé juste avant, c'est le marketing. Le marketing, ils sont mauvais de chez mauvais. Quand ils disent qu'ils font du marketing, tu te dis, j'ai une équipe d'enfants de 5 ans qui ont fait un dessin, ça va pas. Ils sont hyper mauvais en marketing. Moi j'ai toujours dit, Flux, là je vais me faire taper par les autres, mais j'assume, Flux aurait le marketing de Eagle Multiverix, ce serait pas du tout la même, hein. Hmm. Multiverix, c'est son gros avantage. Ils ont un marketing de folie pour ça. Flux, pour moi, c'est vraiment son plus gros problème, c'est le fait d'avoir un marketing qui tient la route. Et puis accessoirement, ils sont sur un domaine, un projet de la Dépine qui est quand même un projet, enfin un domaine de manière générale un peu compliqué. C'est-à-dire que ça va pas toucher. Les investisseurs comprennent bien que c'est un domaine, quelque chose d'intéressant, mais c'est pas pour autant. Tu vas peut-être acheter des tokens, des coins d'un projet, mais c'est pas pour autant que toi tu vas te mettre subitement à acheter du matériel pour participer, pour faire fonctionner tout le système et de ça. Et donc ça, c'est vrai que c'est un peu technique, ça peut être un frein pour beaucoup de gens, et ça c'est de manière générale ce qu'on retrouve dans tous les projets un peu tech, un peu d'épines comme ça, où ok les gens comprennent bien qu'il y a un business, il y a de l'argent à se faire, mais quand tu lui dis bah ok, monte une machine pour participer au truc, le gars dit ah non moi je fais que garder les coins en espérant qu'ils prennent de la valeur. Donc il y a ça, Hmm. et puis bah, il y a le troisième problème aussi qui est commun à tous les projets encore une fois de la Dépine, c'est le fait de trouver des clients et d'avoir des clients. Parce que proposer de la puissance de calcul pas cher, c'est génial. Mais si personne te l'achète ou que t'as un gars au bout d'une lune qui vient t'acheter la puissance de calcul pour 10 balles, eh ben c'est là le plus gros challenge. Ouais. On a vu il y a pas longtemps là allez, c'était Elon Musk qui vient d'investir dans un data center de 50 000 GPU, donc 50 000 cartes graphiques pour faire du deep learning et de l'entraînement d'IA. Ben forcément, quand tu arrives voir une boîte et que tu dis bonjour, je suis Elon Musk, est-ce que vous voulez louer ma puissance de calcul? Ça a beaucoup plus de poids, et ça c'est valable pour les autres, que dire bonjour, on a un projet crypto, on est trop sympa, on est trop cool, on a une bonne tech. Voilà, c'est le gros challenge que vont avoir ces projets-là, c'est de trouver des clients, et surtout des clients réguliers, parce qu'encore une fois, si tu chopes un gars qui vient et puis t'as plus personne, ça te fait une belle jambe. Et ça, voilà, c'est clairement, c'est une des problématiques. Et si tu rapportes à ça le fait que Flux est très mauvais en marketing, bah, tu te dis qui va utiliser le service, enfin comment faire la promotion du service proposé si personne ne connaît le truc, quoi. Hmm. Donc ouais. Et t'as confiance en la capacité de la team justement à inverser ça dans le temps? Tu notes des améliorations, notamment sur le marketing justement? Alors le marketing, il est toujours très mauvais, hein, attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais par rapport il y a encore quelques mois, voire quelques années, on est à des années-lumière. Il y a des années-lumière, en gros, quand tu posais des questions et que ça allait pas, on te dégageait. Donc là pour le coup, maintenant ils prennent le temps de répondre et tout. En fait c'est un peu le problème qu'on a, et c'est un problème que j'ai sur pas mal d'autres projets, c'est en fait quand tu as une team qui est très tech, très techos, des mecs qui sont vraiment hyper calés dans leur domaine et tout, tu vois, les geeks purs, durs, qui sont super doués, mais par contre qui sont un peu associables. Et donc, le Hmm. gars, à un moment donné, il va te faire une solution petits oignons, genre, encore une fois, la meilleure solution qui soit possible, mais le gars sait pas te la vendre parce qu'il bégaye, parce que ça va pas et tout. Et c'est un peu le problème qu'on a, notamment sur Flux, c'est que la tech est vraiment bonne, je trouve, Ouais, mais la façon de la mettre en avant est très mauvaise. d'accord, ouais. T'as confiance, globalement, t'as confiance en la team pour... Ah oui, oui, voilà. globalement, je reste confiant. Je me dis qu'à force,
vu la tech qu'ils ont, à un moment donné, ça doit finir par percer parce que c'est tellement bon le système qu'ils ont développé et mis en place que voilà, je pense qu'à un moment donné, le bouche à oreille va se faire tout seul, mais je pense qu'il faudra jamais compter sur la team pour te faire un marketing de folie, quoi. Ou alors il faut qu'ils s'allient à eGold pour avoir la pub d'eGold via le truc, mais ce serait différent. Bonne zone d'achat pour Flux actuellement? Je dirais de manière générale, de toute façon, peu importe les projets, actuellement, encore une fois, au moment où on tourne cet enregistrement, la plupart des coins, tous secteurs confondus, sont à un tarif intéressant, voire bien avantageux. Donc oui, clairement, je pense que pour lui comme pour les autres, c'est un bon point. Il y a encore des chances que ça baisse encore un peu, donc si on n'est pas pressé, ça peut être intéressant. Mais voilà, le tarif actuel pour mettre en pied, encore une fois, hein, pas pour faire un all-in, je pense que c'est un tarif très intéressant. Allez, bah Smart, je te laisse le relais pour TK et le marché actuel. Bon, on a vu que ces dernières semaines, le marché se comporte pas forcément super bien. Malgré qu'on avait une belle période de hausse qui a même fait qu'on a fait un ATH avant halving. Et ça, c'était presque inouï, jamais vu. Mais bon, depuis qu'on a vu les 72 000, on est sur un retracement assez important. Enfin, en fait, non, en vrai, ça va, il est honnête. C'est juste que les altcoins prennent très cher et que beaucoup sont beaucoup sur les altcoins. Et il y en a qui prennent des moins 60-70% limite ATH wallet. Alors que Bitcoin est à quelque chose comme 15-18% de son ATH, enfin, quelque chose de très raisonnable dans ce qu'on a pu connaître sur des périodes de bull market en allant vers un bull run. Et ma question première, c'est qu'est-ce que tu penses du contexte actuel? De manière générale, c'est pas étonnant. C'est pas étonnant, c'est-à-dire que à l'heure actuelle, on le voit, hein, la dominance sur le Bitcoin est en train d'augmenter. Donc vraiment, l'argent qui est investi à l'heure actuelle va plutôt dans Bitcoin plutôt que dans les alts. Ce qui explique d'ailleurs pourquoi Bitcoin résiste aussi bien, hein, tu l'as dit toi-même, hein, donc il y a des alts qui sont à moins 60, moins 70%, et Bitcoin il prend moins 5, moins 10%, et il va très bien. Et de manière générale, tout ce qui tourne autour de Bitcoin pour le moment est plutôt positif. Donc il n'y a pas de raison vraiment à ce que Bitcoin souffre. Ce qui se passe, c'est que quand tu es investisseur dans les alts, si tu n'es pas positionné sur Bitcoin ou que Bitcoin représente une très petite part de ton portefeuille, tu vois effectivement que les alts saignent énormément, tu vois que ton portefeuille baisse, et tu vois que Bitcoin, je vais pas dire qu'il baisse pas, mais on va dire il est pas loin de se maintenir à l'équilibre, hein. On va dire, là pour le moment, il est dans le bas de son range 60-72, il est dans le bas de son range, donc il est plutôt pas mal. Et quand tu es face à ça, bah, tu as deux solutions. Enfin, soit tu gardes tes alts et tu dis, bon, je fais le gros dos, je tiens bon et on verra bien où ça nous mène. Ou alors, tu peux te dire, bah, je vends mes alts pour aller dans le Bitcoin parce que tu te dis, bah non, les alts vont encore baisser et tu viens renforcer la position sur Bitcoin, ce qui explique entre autres pourquoi la dominance de Bitcoin augmente et pourquoi bah, les alts continuent de baisser parce que les gens sortent, enfin une partie, pas tous, mais il y a des gens qui sortent des alts pour se rediriger vers Bitcoin en espérant traverser entre guillemets la tempête, si je puis m'exprimer ainsi, mais voilà, c'est effectivement ça. Donc c'est pas anormal, c'est quelque chose qu'on a déjà vu lors des cycles précédents. Encore une fois, il y a des gens qui diront qu'il y a des similitudes, d'autres qui diront qu'il n'y a aucune similitude par rapport au cycle précédent. Mais le fait d'avoir comme ça, à un moment donné, le Bitcoin qui range ou qui perd très peu de valeur et dont on voit la dominance augmenter, donc il y a plus d'argent qui va dans lui que dans les autres, ça montre vraiment, pour moi, c'est un reflet de ce qu'on a eu dans les deux cycles que moi j'ai connus précédemment. C'est vrai qu'on a souvent vu dans les phases early du bull market, Bitcoin s'accaparer la majorité de la liquidité pour arriver à un moment donné, peut-être à 80% le cycle enclenché, là, la redistribuer sur des plus petites altes. Mm. Et donc, dans ce sens, toi, tu penses qu'on va revivre un cycle assez classique où tu t'attends à des différences? J'entends peut-être notamment aussi vis-à-vis du timing, étant donné qu'on a fait un ATH post-halving. Est-ce que tu penses, de par ce paramètre-là, peut-être même aussi bien corrélé à d'autres paramètres, peut-être macro avec la Fed, les taux d'intérêt ou ce genre de choses, qu'on peut s'attendre à quelque chose en termes de timing assez semblable à ce qu'on a toujours connu, ou bien il faut se préparer à de la différence? Alors, si on regarde d'un point de vue purement des différences, c'est vrai que voilà, faire un ATH avant le halving, c'est totalement nouveau. Donc déjà, rien que sur ce point-là, tu peux dire bah, le cycle, il est totalement différent. Et là, effectivement, on ne l'a jamais fait avant. Mais moi, la question que je me pose, encore une fois, c'est un avis comme un autre, hein, c'est pas une certitude, mais en fait, l'ATH, on l'a fait, entre guillemets, rapidement, parce qu'on a eu les ETF qui ont apporté beaucoup d'argent, beaucoup de liquidités sur le marché. Si on n'avait pas eu les ETF,
la question simple, si on n'avait pas eu les ETF, est-ce qu'on aurait quand même fait un ATH avant ou pas? Moi je pense pas. Je pense pas qu'on aurait eu la traction suffisante. Je pense que Bitcoin aurait monté, hein. On était avant les ETF de mémoire, on était entre 30 et 40 000, donc on aurait continué à monter gentiment. On aurait peut-être été à 50 000 et on n'aurait pas fait l'ATH. Donc moi je pense que l'ATH avant le halving, il vient des ETF, ça semble évident. Donc ok, ça c'est vrai que c'est un point de différence par rapport au reste. Mais pour le reste du cycle, à part les ETF, il y a quand même pas mal de similitudes. Et là, effectivement, donc encore une fois, la dominance du Bitcoin qui augmente, les alts qui baissent et donc l'argent qui retourne là-bas. Tu l'as dit, au niveau macroéconomique, il y a quand même pas mal de signes qui sont encourageants, hein. Je veux dire, si tu prends les élections américaines, même si on s'en fout, on sait bien qu'ils font ça pour l'appât des votants, mais Donald Trump s'est montré favorable aux crypto-monnaies, il était contre avant, mais voilà, là il se montre favorable. Joe Biden, c'est pareil. On a effectivement l'ETF Bitcoin qui est passé, qui est favorable. On a l'ETF Ethereum qui devrait normalement arriver en juillet, ou en tout cas si c'est pas début juillet, ce sera un peu plus tard. On a des énormes, comment on appelle ça, des énormes plateforme d'investissement de la TradFi, je cite Robinhood là pour le coup, donc qui est l'une des plateformes les plus utilisées aux États-Unis pour faire de l'investissement dans la finance traditionnelle, qui vient de racheter Bitstamp, donc Bitstamp qui est une plateforme d'échange qui va leur permettre également de proposer la crypto-monnaie. Donc vraiment au niveau de tout ce qui tourne autour de l'écosystème crypto, j'ai envie de dire que tout est positif, même si ça ne se reflète pas sur le prix, hein, ça c'est autre chose. Donc pour ça, j'ai envie de dire qu'il y a tout qui me laisse penser que le cycle sera pas loin d'être le même, peut-être avec quelques différences, mais on a quand même pas mal de choses qui se mettent bien. Donc moi j'ai plutôt tendance, si c'était effectivement cet ATH avant le halving, j'ai plutôt envie de croire que oui, on va avoir un cycle, en tout cas un démarrage de cycle semblable. Il y a beaucoup de gens qui parlent effectivement d'un cycle super court. Ça, honnêtement, ça, j'en sais rien. Voilà, moi j'essaye déjà de voir le démarrage avant de voir si ça va durer, tu vois. Mais peut-être, ça peut être un cycle super court. Je t'avoue que là-dessus, j'ai pas vraiment d'avis. Par contre, au niveau de la cyclicité et des moments de démarrage, j'ai envie de dire pour le moment, ça ressemble très fortement quand même à ce qu'on a eu par le passé. Et donc, à plus court terme, toi, ça te met dans une position actuelle là, t'es plutôt bull, plutôt bear. Actuellement, ni l'un ni l'autre. En fait, là j'ai envie de dire que l'été, il va rien se passer. Ça va être le calme plat. Même s'il y en a beaucoup qui s'attendent à peut-être un peu de mouvement avec l'ETF Ethereum. Peut-être que ça va un peu bouger. Je m'attends pas à ce que l'ETF Ethereum démarre le bull run à lui seul. Je veux dire, j'y crois pas. Par contre, oui, donc l'été, je pense que ça va être plutôt calme. Ça va peut-être un peu baisser, ça va peut-être un peu ranger ou quoi. Je m'attends pas à ça. Par contre, effectivement, fin de l'année, donc vraiment peut-être début septembre pour la hausse. Octobre, novembre, décembre, la hausse un peu plus importante, avec effectivement ce fameux bull run, ce moment où ça monte à la verticale et où on a le moment d'euphorie en 2025. Ou voilà, peut-être début d'année 2025, avec effectivement, si c'est un cycle super court, faudra sortir peut-être rapidement ou quoi, mais déjà qu'on aille jusque là et que ça monte, ce sera déjà pas mal, quoi. Ouais, clairement. On a quand même pas mal de catalyseurs, hein, comme tu disais, qui vont avoir le temps de prendre effet. Je pense à l'ETF Ethereum, voir l'impact sur Ethereum et sur les altcoins, mais aussi surtout la présidentielle et la Ouais. traction un peu qu'il va y avoir, parce que c'est une grande première d'avoir les cryptos qui sont presque, j'ai envie de te dire, je vais pas dire au centre d'une élection, mais c'est quand même un topic important. C'est un Mm. topic dont Trump a soulevé assez rapidement, on va dire, l'importance, et pour cause, lui, il a des collections NFT et tout. Donc, il y a peut-être effectivement pas mal de surprises et de traction aussi de ce côté-là. J'en profite, elle n'est même pas notée cette question, mais juste les mêmes politiques, t'en penses quoi? Non, en fait, moi de manière générale, j'ai jamais été fan des meme coins parce que voilà, c'est du fun, ça repose sur rien, si ce n'est un aspect communautaire qui est très important. Je comprends bien qu'il y a probablement plein d'argent à se faire là-dedans, mais c'est pas un secteur qui m'attire parce que fondamentalement il y a rien, si ce n'est un aspect communautaire, quoi. Clairement. Mais ouais, du coup, toi, ça t'intéresse. Tu vois, tu vois ce qui se passe, tu vois qu'il peut y avoir de l'attraction, mais c'est quelque chose que. Voilà, je les regarde, je suis content pour ceux qui font de l'argent, je suis triste pour ceux qui en perdent, mais moi j'y vais pas, quoi. Ça marche. Alors, autrement, dans quel narratif, toi, tu vas plus? Si tu devais me citer, à tes yeux, 3 narratifs sur lesquels tu poses le plus de conviction. À l'heure actuelle, en tout cas, vu la situation actuelle, parce que ça, comme on l'a dit, hein, ça peut très vite changer, et donc il y a plus d'intérêt à surfer les narratifs. Mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, tout ce qui va être l'intelligence artificielle, de manière globale, tout ce qui va être
la fourniture de puissance pour cette IA, donc tout ce qui est la dépine et tout ce qui va être la tokenisation des actifs réels, donc les fameux RWA, actuellement, j'ai l'impression que c'est ce qui a, je vais pas dire le vent en poupe, parce que comme tu l'as dit, à l'heure actuelle, c'est beaucoup les mêmes coins, mais pour un investissement, parce que là, je parle vraiment d'un investissement sur le long terme, pour le moment, c'est plutôt ça qui a l'air d'attirer les gens, et on l'a vu, il y a d'ailleurs beaucoup de liquidités qui sont rentrées sur ce type de marché. Maintenant, si ça se trouve, dans 6 mois, la hype sera passée et on sera sur un tout nouveau domaine, un tout nouveau secteur. Mais voilà, à l'heure actuelle, en tout cas, la plupart enfin, si pas la quasi-totalité de mes positions de mon portefeuille, c'est de l'IA, de la dépine et du RWA, quoi. D'accord. Donc IA, Dépine, RWA, ouais, la Sainte Trinité, c'est là-dessus sur lequel. Après, il y a toujours la possibilité qu'on verra des narratifs sortir, j'ai envie de dire, en plein cycle, comme ça a pu se faire dans le passé. Mais là, c'est vrai que ces trois narratifs-là, depuis 2023, font énormément, énormément de bruit et ont quand même beaucoup de traction. À l'exception des meme coins, c'est à peu près la seule autre Mm, narrative qui a fait du bruit, si je me trompe pas. mm. Auquel cas, quel conseil tu donnerais à un débutant, justement, actuellement, là, s'il y avait quelqu'un qui cherchait à s'exposer en ce moment au marché, à rentrer, quel conseil tu pourrais lui donner? De se renseigner, enfin de se renseigner dans le sens apprendre, se former de manière générale, comprendre ce qu'il fait. Donc avant, ne serait-ce même que se dire j'achète ce coin parce que on m'a dit qu'il était super cool et qu'il est super bien. Ce serait vraiment donc de se former, de comprendre ce que tu fais, pourquoi acheter un projet plutôt qu'un autre. Donc un peu apprendre aussi les fondamentaux, savoir un peu lire. Je ne te demande pas d'être un analyste technique, de pouvoir faire toute le détail de la tokenomique, mais un peu comprendre comment les fonds sont répartis entre ce que toi tu peux avoir, ce que d'autres gens peuvent avoir, etc. etc. Donc vraiment, ce serait de la connaissance de manière générale, c'est comprendre et se former, et pas genre je crée un compte Binance en 5 minutes et je mets 1000 balles et j'achète le dernier coin à la mode du moment parce qu'on m'a dit qu'il était cool. Donc vraiment se Ouais. former, apprendre, quoi. C'est vrai que moi, quand je suis rentré dans ce marché, je suis rentré avec un côté un peu fondamentaliste et vous aussi, les gars, je pense que c'était un peu l'idée. C'est-à-dire, on n'aimait pas forcément la simple idée de se dire: «Je vais mettre ça, on verra si ça peut», mais plutôt de se dire: «Est-ce que j'ai un projet qui peut vraiment, apporter quelque chose et auquel cas être valorisé en tant que tel?» Et aujourd'hui, c'est vrai que des fois, ça peut être un peu désolant de voir. Moi, j'ai déjà des potes, les normies, on va dire, qui, sont revenus vers moi avec, tu sais, leur appli crypto.com. Tu regardes ce que le mec il a acheté, pépé, truc. Tu te dis: «OK». Tu sais, c'est Ouais. exactement l'inverse de ce que tu décrivais. Ils sont débutants, à peu près aucune notion, mais par contre, ça va acheter, un mème, typiquement, et passer à côté, en fait, du grand spectre, de l'investissement en crypto où des fois, tu peux te placer sur un projet que tu as bien étudié et attendre, patienter gentiment, le laisser faire son bout de cycle et sortir avec un Mm. multiplicateur qui peut être sympa comme 1 fois 5, 10, 15, ça dépend un peu en fonction de l'étape dans le cycle dans laquelle tu es arrivé, quoi. Est-ce que, toi, TK, tu as des indicateurs que tu regardes ou enfin une certaine façon de monitorer le marché pour dire à peu près: «Je pense qu'on en est là, dans ce cycle», pour te donner, une timeline ou une target plutôt en termes de prix, ce genre de choses? Alors, il y a un indicateur qui est ultra bon et qu'il n'y a pas grand monde qui peut l'avoir, c'est l'indicateur des stats de vues ou de vues d'impression sur les réseaux sociaux quand t'es créateur de contenu. Ça, c'est, c'est affolant à quel point c'est corrélé à l'état du marché et du moment. Je me rappelle de CryptoPixel qui avait fait le prix du Bitcoin en fonction des vues de hasheurs. La corrélation est parfaite. C'est vraiment quand le prix du Bitcoin augmente, les vues d'acheteurs augmentent. Quand le Bitcoin descend, les vues baissent. Et l'intérêt est autre. Donc ça, bon, c'est un peu rigolo. Ça n'a pas vraiment de fondamentaux, mais c'est hyper parlant. Moi, je veux dire, quand je vois mes stats à l'heure actuelle, je vois vraiment qu'il y a un gros désintérêt. Et qu'à juste titre, les gens pensent à partir en vacances, à s'amuser et pas à se focus sur le marché. Et donc ça se retranscrit très bien. Et pour répondre plus sérieusement à la question, quand même, c'est vrai que moi, comme j'ai un profil vraiment investisseur et pas trader, donc c'est-à-dire que moi, quand je me place sur des positions, c'est pour plusieurs mois, idéalement même plusieurs années, hein, donc c'est pas pour faire du trading sur 3 jours, une semaine, et puis je bazarde tout. Et c'est vrai que j'ai plutôt tendance à regarder tout ce qui va être les points d'attention qui en représentent des semaines ou des mois. Donc ça va être par exemple,
on l'a dit, ça va être la dominance du Bitcoin, un peu suivre son évolution, le score MV, RV qui permet justement un peu d'analyser et de suivre le marché. Tout ce qui va être les grosses tendances de fond, donc l'évolution du cours des cryptos par rapport à l'euro, le dollar, etc., etc. Donc vraiment plutôt tout ce qui va être vraiment un gros travail de fond et pas voilà, je le regarde quand même un peu, mais pas, je vais pas m'amuser à regarder le RSI tous les jours ou autre, tu vois. Ça c'est vraiment plutôt pour de l'analyse technique journalière. Moi c'est vraiment plutôt la grosse tendance de fond, quoi. Hmm. C'est que si tu devais faire de l'analyse technique, ce serait sur des grosses time frames pour l'étudier plutôt que ce qu'on Voilà. fait le mois et pas sur le 4 heures. Quand est-ce qu'on va pouvoir avoir le prochain bottom et repartir Ah oui, oui, moi pour te dire, mon trading view, il est quasiment tout le temps en journée, en time frame jour ou semaine, week. Il y a de temps en temps, je passe sur, quand je cherche un peu mieux, un peu plus de précision, je peux passer sur le 12 heures ou le 8 heures, mais oui, non, le truc à l'heure, à la limite, dans un cas extrême, peut-être le 4 heures, mais c'est très rare. Je suis vraiment à la journée. C'est quasiment que du daily ou même du weekly pour certains. Voilà, typiquement le Bitcoin, en daily, on l'a bien vu, ça va vraiment dans tous les sens. C'est pour ça que je regarde plutôt en weekly, notamment pour un peu checker l'évolution du range, etc., etc., quoi. Est-ce qu'il y a des marchés autres qui t'intéressent pour prendre des profits et les rebasculer là-dedans? Ça peut être des montres, du vin ou n'importe quoi d'autre, de la bourse, peu importe. Alors rien du tout, rien du La tout. bière, Quoi? La la bière? bière. Non, non, non. J'aimerais bien. Non, malheureusement, enfin malheureusement ou heureusement pour moi, je sais pas, ça dépend, mais en fait, c'est vrai que quand j'ai commencé la crypto, même, j'avais rien dans l'immobilier, rien dans la finance traditionnelle ou autre. Mais c'est vrai que à terme, par exemple, si je sors un bénéfice intéressant de la crypto, c'est vrai que me diversifier au niveau des placements, parce que là je suis full crypto, c'est vrai que ça pourrait avoir un côté rassurant d'aller dans la finance traditionnelle, d'aller dans l'immobilier, d'aller peut-être dans des objets de collection, comme tu dis, des montres ou autres, que j'ai absolument pas. Mais à l'heure actuelle, j'y suis pas du tout. Mais à terme, c'est quelque chose que j'aimerais faire, ça c'est certain. D'accord. T'as déjà des vues sur quelque chose ou tu te dis, oh, écoute, on verra combien on sort de tout ça et après je me poserai ce genre de questions. De manière générale, j'ai envie de te dire, on verra bien. Mais c'est vrai que par la similitude avec le marché de la finance tradi, je veux dire pas similitude au niveau des mouvements, mais voilà, se dire, bon, à la place d'acheter la crypto X ou le token Y, j'achète une action d'une entreprise, bah, c'est pas loin d'être la même chose, le même principe de fonctionnement. Donc c'est vrai qu'à première vue, j'irais plutôt vers la finance tradi, mais j'ai rien contre le reste, hein, l'immobilier ou autre, ça m'intéresse également. On est une des premières générations, je pense, qui avons vraiment un attrait à avoir une grosse partie de notre net worth de manière dématérialisée et qui est assez rapidement liquide, quoi. Mm. Si on le compare aux précédentes. Particulièrement en France où en général, avant on était très très impliqués, enfin les Français sont à la base assez lovers de l'immobilier. En parlant de la France, est-ce que tu envisagerais de déménager en France pour bénéficier de ce régime fiscal? Bien sûr, c'est mon rêve d'aller m'installer en France, surtout avec ce qui se passe en ce moment. Je ne rêve que d'une Totalement. chose secrètement. Non, alors, vraiment pas. Franchement, pour le coup, pas du tout. Non, toi t'es bien en Belgique, du coup, c'est vrai que je t'ai pas demandé, mais t'as pas d'intention non plus de bouger, t'as tes badges chez toi en Belgique, tu t'y sens bien? Pas à première vue. En tout cas, à l'heure actuelle, non. Enfin, je m'y sens bien et je suis aussi un peu plus. Enfin, comme certains, je suis un peu plus âgé, je suis déjà bien installé dans la vie, tu vois. Donc, je me vois pas tout quitter du jour au lendemain. Par contre, c'est vrai que je vais pas dire aller faire ma vie ailleurs, mais par contre être beaucoup plus souvent en voyage ou autre, ça oui, ça clairement, ne plus avoir par exemple que quasiment comme un pied à terre, quoi. Mais je me vois pas aller, en tout cas à l'heure actuelle, je me vois pas aller ailleurs, quoi. Mm, mm, mm. Et parlant de ça, on se posait un peu la question également, c'est quoi ta vision de la gestion de l'Europe vis-à-vis du marché crypto? Où on voit parfois même des différences assez notoires, notamment avec les États-Unis qui se réveillent eux plus Ouais. récemment et qui sont beaucoup plus, qui rentrent dans une phase beaucoup plus favorable. On est aussi en période, par exemple, électorale en France, on parle à peu près zéro de la crypto, ou très 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 peu. Aux États-Unis, c'est presque devenu un sujet de campagne. Euh, Qu'est-ce que tu penses de l'Europe dans ce contexte-là, justement? Il y a une phrase qui est super connue, mais qui me paraît hyper vraie, c'est les États-Unis innovent, l'Europe régule ou légifère, et la Chine copie.
Et pour le coup, c'est exactement ça. Donc, pour l'aspect des crypto-monnaies, on avait vraiment un marché, entre guillemets, qui partait, on va dire, de zéro. Donc, ça veut dire que ce soit les États-Unis, l'Asie ou l'Europe, on était au même point. Donc, il y avait moyen un peu de faire qu'une zone soit the place to be pour un écosystème, hein, quel qu'il soit. Et on se retrouve voilà enfin, moi j'aurais aimé vraiment avoir l'équivalent de la Silicon Valley en Europe, tu vois, mais côté crypto, je veux dire, vraiment hein, l'équivalent, Ouais. genre, c'est les startups crypto sont en Europe parce qu'on a tout qui est fait pour que ce soit bien et tout. Et sauf qu'on voit encore une fois que j'ai l'impression que de manière générale, l'Europe se tire encore une fois une balle dans le pied. Je suis pas contre la régulation, voilà, avec les lois qui arrivent et tout, mais c'est vrai que encore une fois, si tu veux avoir de l'innovation, si tu veux pouvoir développer des choses, il faut avoir un cadre le plus large possible et qui permet le plus de choses possible. Et encore une fois, je suis pas étonné de voir que, enfin, encore une fois, l'Europe va imposer des conditions qui sont parfois très strictes, hein. Il faut mettre des choses en place, mais t'es pas obligé de serrer la vis à fond. Sauf qu'en Europe, nous, quand on fait les choses, c'est toujours à fond, à fond, à fond. Et je serais pas étonné de voir que, encore une fois, dans les années à venir, les boîtes ou je sais pas, les entrepreneurs, les développeurs et autres vont partir travailler dans des boîtes, soit en Asie, soit aux États-Unis. Et l'Europe aura encore loupé le coche. Et dans 15 ou 20 ans, ils nous diront: ah bah ouais, on a fait mal les choses, on n'aurait pas dû faire comme ça, on aurait pu. Ouais, mais il sera trop tard. Je veux dire, dans 10 ans, la blockchain, si elle est aux États-Unis ou en Asie, elle reviendra jamais en Europe, hein, c'est terminé, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est dommage dans une classe d'actifs où pour une fois on arrivait, personne comme tu dis a été plus défavorisé que l'autre. Tout le monde partait de zéro et il y avait la possibilité de développer partout, mais nous on s'est directement auto-saboté pendant que les autres vont potentiellement prendre le gros du gâteau. Ça. Bon, c'est un peu à l'image de beaucoup de choses qu'on Ouais. retrouve en Europe. Eh bien écoute, ça c'était un peu pour la petite revue de marché. Je vais redonner le micro à l'ami Buty, qui va tenter de faire un petit jeu où, où le but ça va être pour toi de trouver un intrus. On va Vas-y. jouer à un jeu qui s'appelle Trouve l'intrus. Donc le concept, c'est assez simple. Je cite 4 cryptos différentes et tu dois me trouver l'intrus, ok? Ok. Allez, on commence. Donc je te cite les 4 cryptos. Alors, CAS, ETH, Sol, EGLD. Moi, j'aurais dit que c'est Caspa est le seul en proof of work, les autres sont en proof of stake. Ouais, donc c'est CAS qui est l'intrus, bien entendu. On a un seul token en proof of work, c'est le CASPA. Donc le CASPA était l'intrus. On passe à la deuxième section maintenant. Donc je te pose 4 cryptos, c'est parti. UOS, ALF, CAPS, LF.IM. Je connais pas assez bien Ultra, parce que les autres sont enfin, français ou francophones. Donc Alephium, ils sont suisses. Caps, ils sont français. Tu m'as dit que Alephim, ils sont français. Et donc, il y a juste, UOS, je sais pas s'ils sont français, parce que ça pourrait être justement, il y en a un qui est suisse et les autres sont français. Mais comme je connais pas assez UOS, je sais pas s'ils sont trucs. UOS, c'est du gaming. Alephim, c'est de l'IA. Alephium, c'est un Layer 1. Et le dernier, c'est pas ça. Honnêtement, je t'aurais dit à première vue qu'il y avait un projet. Ah oui, ou alors, ok, ils sont tous francophones et UOS, ce serait américain ou quoi, peut-être. Parce que c'est vrai que, bon, ils sont suisses, mais ils parlent français. Alephim, ils sont français. Ternoa Caps, ils sont français. Donc, ouais, je dirais peut-être UOS, peut-être qu'ils sont pas français. Donc l'intrus, c'est Alephium. Ah, bah c'était ça alors. Et Alephim, ils sont suisses. Non, on est obligé de lui compter. Il J'avais la réflexion, tu vois, je me doutais que c'était ça, mais je connais pas assez UOS pour. Je savais pas du tout. Je pensais qu'ils étaient américains, tu vois, donc pour te dire. Mais c'est vrai qu'ils sont avec Ubisoft, et Ubisoft, c'est français. Enfin, ils ont un deal avec Ubisoft, donc c'est vrai qu'il y avait moyen peut-être de retrouver comme ça. Troisième question maintenant. Je cite 4 cryptos, c'est parti. Bitcoin, CAS, ADA, Cardano, Ton, Toncoin. Caspa, Cardano et Ton, c'est pas dire des entreprises, mais il y a vraiment un système d'entreprise, de société, que Bitcoin, forcément, comme c'est totalement qui vient créer du code sur le GitHub peut participer, là où les autres, c'est plutôt réservé à la team, hein. Forcément, tu vas pas rajouter du code pour le fun chez eux. Donc ça, ce serait une différence.
Caspa c'est du proof of work, Bitcoin c'est du proof of work, et les autres c'est du proof of stake, donc c'est pas ça. Le fait, accessoirement, comme je disais, donc c'est une société, et donc bah oui, Satoshi Nakamoto, il est plus présent à la tête de la boîte, alors que Ton, Cardano et Caspa, on sait qui est à la tête de la boîte. Enfin, il y a un représentant légal, on va dire. Ça pourrait être beaucoup de choses. Je réfléchis. Attends. Est-ce que ce serait aussi... Donc, Bitcoin, il y a 21 millions. Cardano, je sais pas si c'est illimité les supplies chez Cardano et Ton. C'est pas non plus, ça pourrait être ça. Vas-y, envoie un indice, parce que ça peut être trop de trucs. C'est plus axé sur le prix. Pour le prix, plus sur le prix. Le prix Bitcoin, Caspa. Non, honnêtement, là, je vois pas. L'intrus, c'est ADA, c'est le seul token qui a sous-perf depuis le début de l'année. Je l'aurais jamais eu. J'aurais jamais eu. Bitcoin, Caspa et Ton sont en positif par rapport à leur prix janvier 2024. Je suis pas étonné, mais je l'aurais jamais eu. En tout cas, bien joué pour les deux premières. T'as été assez solide quand même sur toutes ces réponses. Bien joué, TK. Alors, TK, on va introduire maintenant une nouvelle partie, celle sur le minage. Ma première question sera comment toi définirais ce concept de minage? Donc en fait le minage, pour faire très simple, c'est le consensus, la sélection, le mécanisme qui permet à une blockchain de fonctionner. Et donc le minage, ça consiste à mettre une machine sur un réseau. On va prendre Bitcoin en exemple. Et c'est le mineur qui va effectuer les différentes opérations sur le réseau, à savoir valider les blocs, introduire les transactions dans les blocs, etc., etc. Et donc en faisant ce travail-là, le mineur, il va être récompensé pour son travail. Et cette récompense, elle se fait sous forme du coin ou du token de la blockchain. Donc dans le cas de Bitcoin, le mineur il est payé en Bitcoin. Si tu mines du Caspa, tu seras payé en Caspa. Déjà, merci pour cette super définition. Et comment est-ce que tu as commencé ce processus de minage? Et en gros, tu t'es dit, ça y est, il y a un coup à jouer. Comment ça s'est passé dans ta tête? Alors en fait, moi c'est comme ça indirectement aussi que je suis arrivé aux crypto-monnaies, parce que c'est ce qu'on disait, moi je suis très geek, très tech, hein, je vous ai parlé au début des ordinateurs que je montais et tout. Et donc en fait, au début, plutôt que d'acheter de la crypto, justement parce que j'avais un peu peur que ce soit un scam, une arnaque, je me suis dit comment est-ce que je pourrais, enfin est-ce qu'il y a moyen d'en obtenir entre guillemets gratuitement, hein, voilà. Et donc je vois que grâce à un ordinateur que tu peux laisser tourner, tu peux effectuer donc ces fameux calculs sur la blockchain et tu peux être rémunéré pour ça. Et donc bon, indirectement tu vas me dire oui mais tu payes ton électricité, enfin bon, l'ordinateur je l'ai quand même, je le fais quand même tourner quand je joue, donc voilà. Je m'étais dit, bah écoute, je vais essayer de miner de la crypto-monnaie avec mon ordi. Comme ça, dans le pire des cas, si c'est un scam, une arnaque, bah au final, j'ai perdu 1 jour, 2 jours, 3 jours de minage. C'est pas grave. Et donc, à l'époque, bah voilà, t'es sur Google, tu mets comment miner de la crypto-monnaie, parce que c'est pas comme maintenant où t'as des tonnes de vidéos tutos, des gens qui t'expliquent toutes les choses bien faites et de ça. À l'époque, c'était que en anglais, de l'anglais technique, sur soit des groupes, enfin pas Telegram, des groupes Reddit ou autre. Enfin bon, c'est pas facile d'accès. Et donc à l'époque, les forums sombres où t'as pas trop envie de mettre les pieds, exactement, c'est ça. Et à l'époque, je découvre qu'il y a une crypto-monnaie qui s'appelle Ethereum et qu'on peut en miner. Et donc, je commence à lancer ma machine sur Ethereum. Et c'est comme ça, entre guillemets, que j'ai obtenu mes premières cryptos. J'ai miné de l'Ether, mais en fait, le moment où ça s'est concrétisé, c'est quand, ok, je me suis dit, ok, sur un portefeuille virtuel, je vois que j'ai 2 Ethers. Ok, c'est sympa. Mais moi, je veux des euros, hein, je veux pas des Ethers. Et donc, vraiment, le moment où j'ai échangé des Ethers contre des euros à l'époque, ça a été le déclencheur en me disant, ah oui, en fait, c'est pas que de l'argent virtuel. Il y a moyen d'obtenir vraiment de l'argent réel. Et du coup, t'as miné de l'Ether jusqu'en quelle année? Avant le passage au Proof of Stake, ça faisait déjà 1 an que j'en minais plus parce qu'en fait, la difficulté de minage était tellement haute, enfin, il y avait tellement de mineurs dessus, que quand tu allais miner de l'Ether, ok, c'était rentable, donc ça rapportait plus que ça ne payait ton électricité, enfin que de dépenses électriques, mais tu faisais 0,00001 Ether par jour, ce qui était, à l'époque, moi, je faisais un Ether, enfin je caricature, mais je faisais un Ether par semaine, tu vois. Donc quand tu fais un Ether, quand tu fais 0,001 Ether, tu dis, ah non, c'est bon, quoi. Ouais, un Ether semaine, c'est une paye de PDG aujourd'hui, hein. Ah ouais, si t'as hold la totalité, ouais. Ouais, c'est ça, c'est toujours ça l'enjeu. C'est toujours ça, parce que quand il valait, quand moi j'ai commencé, l'Ether il était aux alentours des 12-13 euros. Quand il arrive à 50, tu dis je suis le roi du monde, tu vois. Quand il arrive à 100, t'étais le king. Sauf que c'est comme ça que tu vends une bonne partie de ce que t'as miné, parce que les gars qui disent bah oui, il suffit d'acheter de l'Ether à 12 et de le revendre à 3000. Oui, enfin, oui. Quand t'as passé par tout ça, tu dis non, t'as vendu avant.
C'est clair. Et du coup, tu mines toujours actuellement? Alors actuellement j'ai vraiment beaucoup réduit, surtout parce que là il fait hyper chaud et que donc on n'a pas de rentabilité à l'instant T. Donc pour le moment je fais beaucoup ce qu'on appelle du spec mining, c'est-à-dire miner des crypto-monnaies en devenir, hein, donc avec l'espoir qu'elles prennent de la valeur, ce qui peut ne pas être le cas bien entendu. Et comme il fait extrêmement chaud à l'heure actuelle au moment où ça, ah, j'ai pas envie de surchauffer la maison parce qu'avec toutes les machines, ça crée vraiment beaucoup de chaleur. Donc là, j'ai deux rigs qui tournent, donc deux petites installations. Une sur Clore, une sur Dynex, qui sont deux crypto-monnaies qui sont en minage. Mais Je mine du Dynex je aussi. fais vraiment le strict minimum, quoi. Excuse-moi? Je dis, je mine un peu de Dynex aussi, très modestement. Ah bah voilà. Ça. Ben voilà, bienvenue au club. Ah bah oui, oui. Et du coup, tu parlais de spec mining. Il y a différents types, différentes sous-disciplines dans le mining. Oui, bah, c'est exactement comme quand tu fais du trading, hein. Du trading, tu peux le faire à la semaine, à la journée, à l'heure. Tu peux avoir des effets de levier et tout. Bah, le minage, c'est pareil. En fait, il y a le minage de manière générale. Puis tu as toutes les catégories. Déjà, bon, si tu mines avec un ASIC, donc une machine dédiée, si tu mines avec des cartes graphiques, si tu mines avec des processeurs, plus toutes les variantes un peu folkloriques, tu sais, miner avec enfin, ce qu'on appelle du minage, mais avec des disques durs et tout pour Mm. mettre de l'espace de stockage, ça c'est une chose. Et puis même quand tu es dans toutes ces différentes catégories, bah oui, tu peux soit miner la crypto la plus rentable à l'instant T, soit tu peux miner des cryptos où il n'y a pas grand monde dessus, donc la difficulté est très basse, ça veut dire que tu vas faire beaucoup de coins, mais qui n'ont peut-être pas beaucoup de valeur, mais tu dis, si le coin prend de la valeur, bah, j'en aurais obtenu beaucoup. Tu peux essayer de miner des crypto-monnaies qui viennent juste de sortir, en disant, bah, je fais partie des tout premiers, comme ça je peux en avoir beaucoup plus, parce que t'as des mécanismes de halving comme le Bitcoin, hein, donc qui vont réduire. Donc il y a quasiment autant de possibilités qu'il existe de mineurs de crypto-monnaies. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, le minage, c'est pas quelque chose de figé, hein, comme le trading. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu veux faire la crypto la plus rentable, demain tu veux faire du spec mining, et après-demain tu veux faire, je sais pas, un autre truc, tu peux switcher très facilement, hein. Ça prend que quelques minutes pour passer d'un projet de crypto à un autre. C'est pas compliqué. D'accord. Et du coup, est-ce que tu conseillerais à un débutant qui est pas du tout équipé, qui a rien, qui a juste un PC portable, hein, de commencer le mining? Est-ce que ça peut Non. être intéressant? D'accord. Non, pas à l'heure actuelle, pas vu les conditions actuelles en Europe. Encore une fois, si tu te situes dans un pays où l'électricité est pas chère, vraiment pas chère, ça peut être intéressant, hein. J'ai des gars qui minent par exemple au Maroc, en Algérie ou autre, où là l'électricité est pas chère, ça peut être intéressant. Mais en Europe, que ce soit France, Belgique, Luxembourg, Allemagne, peu importe où tu veux, en Europe, euh, c'est c'est- c'est très compliqué parce que le temps d'amortissement de la machine va être considérable. C'est ce que je dis, si la machine est déjà payée, tu vois, tu l'as amortie par le passé, tu payes juste de l'électricité et tu t'arrêtes quand tu veux. Mais quand Hmm, tu achètes la machine, bah, il faut déjà rembourser le prix de la machine. Et là, c'est compliqué. Donc, à l'heure actuelle, en Europe, non, je le conseillerais vraiment pas. ok. Et par contre, est-ce qu'il y a des conditions particulières qui feraient que ça serait intéressant? Genre un bear market, par exemple, ou alors est-ce que c'est plus intéressant, c'est trop tard, tout court? Alors, trop tard, je pense pas, mais c'est vrai qu'on aurait une crypto-monnaie, quelle qu'elle soit, qui viendrait prendre la tête du minage, un petit peu comme on l'avait à l'époque avec Ethereum, qui était le leader incontesté du minage, hein. C'est-à-dire n'importe qui commençait, s'il minait de l'Ether, il était rentable. C'est vrai que demain, on aurait une crypto-monnaie comme ça, que tu peux miner, même avec un tarif électrique important, et elle est rentable. Là, ça pourrait redistribuer les cartes, parce que ça veut dire qu'on aurait pas mal de mineurs qui iraient sur cette crypto-monnaie-là. Ça veut dire qu'on aurait aussi moins de mineurs sur les plus petites crypto-monnaies, ce qui libérerait des possibilités pour le spec mining et tout. Donc, hormis à avoir un leader qui viendrait prendre la tête et qui attirerait pas mal de mineurs, à l'heure actuelle, je vois pas comment ce serait possible, en Europe encore une fois, de rendre ça attractif. D'accord, ok. Dernier point, on a vu pas mal de contenu, je crois que c'était sur ta chaîne, sur Blob, et ce que tu as fait un petit peu avec Flo. Avec Flo Edry. Yes, est-ce que tu peux nous en dire davantage sur ce que c'est et ton rôle là-dedans? Oui, bah, en fait, donc, on en revient sur le minage. Donc, on l'a dit, le minage, c'est de la chauffe. C'est pour ça que là, pour le moment, ça mine pas beaucoup. C'est du bruit, accessoirement, mais c'est un bruit du tonnerre. C'est-à-dire que si vous êtes en appartement, miner, c'est mort, hein. Il faut vraiment avoir une maison et un endroit dédié à cela, hein, j'ai envie de dire. Enfin, si vous avez une toute petite machine, ça peut encore passer, mais vraiment, c'est compliqué. Ouais, Donc, c'est ça. c'est du bruit, de la chauffe, et surtout, on vient de le dire, c'est de l'électricité. Et plus tu as de machines, plus ça coûte cher. Et donc, en fait, Blob, il propose une solution, on va dire, euh, particulière et à la fois clé en main. Donc ils se sont dit, bah ok,
nous, on a, parce que c'est avant tout des mineurs aussi, hein, ils sont avant tout mineurs avant d'être des entrepreneurs. Ils se sont dit, nous, on a de très bons contacts avec les fabricants, enfin qui fabriquent les machines de minage. Donc, accessoirement, on a des tarifs avantageux et préférentiels. Et on a l'avantage aussi d'avoir un data center en Islande qui permet justement l'hébergement des machines. Donc, plus de bruit, plus de chauffe, hein, parce que c'est pas chez toi, c'est en Islande. Et surtout, un tarif électrique hyper intéressant. Et donc là, ils se sont dit, tiens, est-ce qu'il n'y aurait pas un deal avec ça où on propose à des gens d'acheter des machines avec nous, entre guillemets, hein, avec un prix plus intéressant que si la personne achetait directement la machine lui-même chez le fabricant. Et plutôt que de la faire livrer chez toi et donc d'avoir tous les problèmes chez toi, on la fait livrer directement dans le data center, on l'installe, on la configure dans le data center. Donc c'est bien ta machine, hein, c'est ta machine qui t'appartient, c'est pas comme d'autres solutions, D'accord. un système collectif. Donc tu as vraiment ta machine, ton installation, tu peux aller la suivre enfin la suivre, tu peux voir la température de la machine, les ventilos, donc c'est vraiment Ah ouais, d'accord, ta c'est machine à vraiment, toi. t'as un numéro à toi, quoi. Enfin, t'as toute machine. C'est pas du cloud mining pour le coup, c'est pas, tu ne loues pas une machine, c'est vraiment ta machine parce que d'ailleurs, au bout d'un an, dans le contrat, il est marqué au bout d'un an, si tu veux récupérer la machine pour l'avoir chez toi, hein, imaginons tu dis ah, je suis pas content, je veux récupérer ma machine, tu peux la récupérer, D'accord, ce n'est comme pas un leur leasing un peu. propriété. Et donc c'est ça le service qu'ils proposent en fait. Donc ils te proposent un achat, on va dire, groupé du matériel, parce qu'effectivement, hein, plus tu achètes de matos, plus les prix sont bas. Et ils te proposent l'hébergement dans le data center avec forcément un système internet aux petits oignons, donc tu n'as jamais de coupure, un système de gestion de l'air chaud, l'air froid aux petits oignons pour éviter que la machine est trop chaud ou trop froid, et accessoirement un tarif électrique qui bat toute concurrence, parce que de mémoire, en Islande, ils sont actuellement aux alentours des 8 centimes, quelque chose comme ça, où on est plutôt en Europe entre 20 centimes, voire 30, 40 pour certains pays. Donc c'est Ah oui. 2, 3, 4, 5 fois moins cher au niveau de l'élec. Ah ouais, d'accord, parce qu'ils en produisent directement sur place. Ah oui, l'Islande, c'était sur un volcan, donc c'est de la géothermie partout. Au passage, c'est un argument comme un autre, mais c'est vrai que c'est de l'énergie verte, hein, Ouais. qu'on soit pour ou contre. C'est la lave en contact avec l'eau qui crée la vapeur, donc il n'y a pas de miracle là-dessus. Donc c'est de l'énergie verte qui fait tourner les machines. Ouais, ouais. Et du coup, toi, c'est quoi ton rôle? T'as un rôle particulier chez Blob ou vous êtes juste potes? On est ultra potes, on va dire. Je ne fais pas officiellement partie de l'équipe, D'accord. mais on est tout le temps ensemble. Comme on disait, quand on va sur des events où on se retrouve toujours, on est tout le temps Ah ensemble. bah tiens. Quand on a la possibilité de prendre des Airbnb pour des events ensemble, on prend ensemble. Donc voilà, c'est super pote, mais je n'ai pas de, je veux dire, D'accord. je n'ai pas de part là-dedans, quoi. Ok. Tac. Pas encore C'est peut-être. J'ai travaillé Flow. c'est que pour du Bitcoin, du coup, Blob à l'heure actuelle. Non, ils font aussi Caspa, parce que Caspa c'est méga rentable. Donc ils font Caspa, et normalement, ils devraient bientôt faire Alephium quand les machines Bitmain seront sorties. Globalement, c'est le minage, toi, qui t'a amené sur YouTube. C'est le minage. En fait, ce qui m'a fait débarquer sur YouTube, c'est même le minage dans le sens où déjà à l'époque, en fait, quand je me suis lancé sur la crypto, à un moment donné, j'avais commencé à écrire un blog pour le fun, pour m'amuser et tout, je racontais un peu mes aventures dans le minage. Et j'étais pareil, hein, comme tu l'as dit, sur des forums un peu sombres où on expliquait aux gens comment miner et tout. Et en fait, à un moment donné, j'en ai eu marre de répéter 150 fois la même chose pour expliquer comment tu faisais. Et on a eu l'idée, enfin j'ai eu l'idée, c'est un gars qui m'a donné l'idée, mais voilà, c'est moi qui l'ai mis en pratique. Il m'a dit, bah écoute, plutôt que de te répéter 150 fois, fais une vidéo, comme ça, Ouais. le jour où quelqu'un te demande comment miner, on le renvoie vers la vidéo. Et c'est comme ça que ça a commencé. Euh, j'ai pas commencé YouTube en me disant je vais devenir influenceur, je vais me faire plein de pognon et ça va être rigolo. Je me suis juste dit j'ai la grosse flemme, j'en ai marre de répéter 150 fois la même chose. Donc j'ai tapé une vidéo et le mec aura qu'à aller voir la vidéo pour savoir miner. C'est comme ça que ça a commencé. D'accord, et t'avais un objectif de monétisation ou même pas tu te disais ça peut être Même pas légitime parce que Ouais, d'accord. ah non, parce que au début, je pensais qu'il allait y avoir quatre pauvres types qui allaient regarder ça et que ça allait s'arrêter. En fait, j'ai jamais eu la volonté, tu vois, je me suis pas dit je vais me lancer sur YouTube et que je vais avoir des milliers d'abonnés et je vais en vivre. Moi, je m'étais dit ouais, je vais faire la vidéo comme ça, je me répète pas. Il y a 10 personnes qui vont la voir et ce sera cool. Et j'aurais peut-être, je vais même pas dire un nom, mais ok, on se dira ok, Monsieur TK, c'est le mec qui a fait la vidéo où il y a quatre pauvres types qui ont regardé comment miner de l'Ether. Et sauf que ça n'a pas été quatre pauvres types, ça a été des centaines, puis des milliers, et c'est de là que c'est parti. Mais je m'y attendais pas du tout. J'avais pas du tout la volonté d'en créer, de créer ce que j'ai fait, quoi. Ça fait combien de temps déjà exactement que tu es sur YouTube, du coup, TK? YouTube 2018, j'ai commencé. Ok.
2010. 2018 et le blog ça devait être 2017-2018. Le blog, c'était l'étape qui a précédé, c'est-à-dire qu'au début, tu écrivais Ouais. avant de passer en vidéo, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Ok. Et tu as eu une transition qui s'est fait vers 2020-21 par là, si je dis pas de Ouais. bêtises, où tu es passé un peu plus là, pour le coup, sur une couverture généralisée du marché, plus en même temps du masternode et quand même un suivi de comment tu te places, on va dire, par rapport au mining, c'est bien ça, hein. Oui, bah, en fait, c'est simple. C'est-à-dire que le minage, même si c'est un domaine qui est très grand, très vaste, à un moment donné, tu as quand même fait le tour. Je veux dire, quand tu as fait le tuto sur comment miner, tu pourrais t'amuser à le refaire à chaque fois avec la nouvelle version du logiciel de minage et il y a deux choses qui changent dedans. Et donc, à un moment donné, bah, je veux dire, quand tu as fait le tour, tu te dis, bah, je vais parler d'autres choses et d'autres choses que j'aime aussi. Parce que voilà, par exemple, je fais pas de trading, j'ai jamais parlé de trading sur ma chaîne, mais donc j'ai parlé à un moment donné d'autres choses que j'appréciais dans l'écosystème, donc notamment les nodes, les masternodes, le staking, et puis un peu de l'info de manière générale, parce que bah, comme tout le monde, je veux dire, je me tiens au courant des infos globales, on va dire, mais voilà, c'est parce qu'à un moment donné aussi, si tu veux vraiment, et d'ailleurs ça se voit sur pratiquement toutes les chaînes crypto, si à un moment donné tu es spécialement focus que sur un domaine, bah, tu tournes en rond et à un moment donné tu vas naturellement vers d'autres choses pour parler d'autres choses, quoi. Ça marche. C'est quoi pour toi un bon influenceur? Je pense que c'est contre-productif à l'heure actuelle par exemple de se dire je vais me lancer sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok, peu importe, en te disant je veux faire du pognon parce que je veux faire que ça. Il y en a peut-être, oui, un sur 100 qui va y arriver et tant mieux pour lui, ça va percer. Mais pour les autres, ça va pas aller. Donc il faut le faire avant tout par plaisir, par passion. Et puis si après derrière ça prend et que tu arrives à générer de l'argent et de ça, tant mieux, ça il n'y a pas de problème. Mais je pense qu'il faut avant tout le faire par plaisir, par passion. Et surtout l'envie de partager quelque chose. Parce que voilà, le but premier c'est de partager son avis, ses connaissances, sa culture, que sais-je, à d'autres gens. Et parlant de tout ça, toi, du coup, t'es full-time hein, aujourd'hui depuis maintenant Ouais. 2-3 ans, c'est ça? T'as quitté Ouais, ton depuis emploi, 2021. ouais, dans le dernier cycle. Parce que c'est à cette période où tu as généralisé un peu plus ton contenu que tu as vraiment pris assez vite. Et si tu voulais tenir la cadence en fait des contenus que tu devais sortir, fallait se libérer du temps, quoi, c'est ça? Ça, c'est exactement ça. En fait, à un moment donné, il y a eu la fameuse transition où j'ai dû me dire, soit je dois arrêter ou très fortement limiter la production de vidéos parce que j'avais plus de vie sociale, j'avais plus de vie tout court en fait parce que bah, je finissais le boulot, je rentrais, j'écrivais, je tournais, je montais, j'allais dormir, le lendemain c'était pareil donc c'était pas tenable sur le long terme. Donc ça voulait dire bah, soit de faire beaucoup moins de vidéos parce qu'à l'époque pareil je faisais une voire deux vidéos par semaine, hein, donc deux vidéos, je te dis pas la cadence quand t'as un job, une vie de famille, enfin comme tout le monde, hein, je veux dire à côté donc c'était pas gérable. Donc soit il fallait que je sorte par exemple peut-être une vidéo par mois, tu vois, comme ça je travaillais tous les jours un peu dessus et au bout d'un mois je sortais une vidéo. Et là j'aurais pu tenir avec un job à côté. Ou alors c'était la fameuse transition en se disant bah voilà, je me mets à full time dedans. Ce qui veut dire que là j'ai plus que ça à faire entre guillemets et je peux me permettre de sortir toujours une vidéo par semaine, du contenu, etc. etc. Et j'ai pris ce risque qui pour le coup, pour le moment en tout cas est payant, de me lancer full time dans la création de contenu, dans l'investissement de la crypto, etc. etc. Parce que ouais, justement, toi, tu es devenu full-time crypto en 2021. 2022, on connaît une année quand même de bear, de fréquentation qui part. Enfin, tu passes d'une année où tu as l'extrême euphorie, tu as toutes les conditions qui sont ouvertes, à une année où c'est dans le rouge total. Comment tu t'es situé un peu justement par rapport à ça dans cette période-là? Alors ça n'a pas été facile, ça n'a pas été facile du tout dans le sens où, premièrement, on en parlait avant, au niveau des statistiques, quand tu es habitué, tu sais, à voir que de vidéo en vidéo, tu fais de plus en plus de vues, tu as de plus en plus d'abonnés, tu sais, tu vois les statistiques, enfin on te dit genre, dans un mois vous avez 100 000 abonnés, dans 2 mois vous êtes à 500 000, dans 3 mois vous êtes au million, bah tu as des étoiles plein les yeux, tu dis, ça y est, le truc démarre et tout. Donc c'est T'as ça, deux et puis bull tu te run rends en même compte. temps en fait, quoi. T'as Ouais, le ouais, bull t'as run deux qui boulots. est et t'as Et le bull puis, run de ta chaîne YouTube qui est en même temps à côté, quoi. et puis comme tu dis, tu as la réalité du terrain où tu vois que, bah non, à un moment donné, ça diminue fortement parce que c'est hyper corrélé, comme on le disait, au marché. Donc, t'as plus personne qui regarde tes vidéos, t'as plus personne qui s'abonne, t'as plus personne qui fait ça. Et donc, à un moment donné, tu te dis, est-ce que j'ai bien fait de faire ça?
parce qu'accessoirement, quand c'est le bear market, accessoirement c'est le bear, comme on le disait, au niveau des vues, au niveau de la visibilité, et donc au niveau potentiellement de l'argent que tu peux gagner par la création de contenu aussi, parce que voilà, c'est en bull market, entre guillemets, tu reçois des propositions tous les jours de partenariat, de tout ce que tu veux. En bear, t'as plus rien, et donc à ce moment-là, il faut faire, entre guillemets, encore une fois, le gros dos en se disant j'espère que ça va passer, ou au contraire se dire bah non, écoute, c'était pas la bonne solution, et tu te remets, tu te retrouves un job classique, quoi, on va dire. Mais oui, traverser le bear, c'est compliqué d'un point de vue financier, parce que, comme tu dis, les cryptos rapportent pas. Et accessoirement, YouTube et de ça ne rapportent pas non plus. Donc, t'as vraiment, pas dire zéro, parce que t'es pas réellement zéro, mais t'as des sources de revenus qui sont très très faibles. Et donc, si t'as pas mis d'argent de côté, pendant le bull, justement, t'es très mal. T'es très très mal parce que t'as pas de rentrée d'argent, quoi. Pour toi, le bear, en tant qu'influenceur, c'est plutôt une sorte de période de consolidation où tu peux te permettre de peut-être prendre plus de temps pour vulgariser des contenus complexes, ce genre de choses. C'est comme ça que tu le verrais, parce que c'est pareil, quand tu es en bear, tu peux pas, comme je vais dire, commenter l'actualité crypto de la même manière, parce que tu t'attends potentiellement à ce que dans 3 mois, le price action d'à peu près tous les alt, tout ce que tu couvres, soit pire que l'actuel. Donc c'est comme ça que tu le verrais, sur les périodes de consolidation De manière générale, je dirais que c'est un bon moment, comme tu dis, pour consolider, d'une part tes positions en crypto, mais surtout au niveau de ta communauté, parce que, encore une fois, c'est des gens qui te ressemblent. Donc, ok, t'as des gens qui viennent, qui partent, mais t'as aussi des gars qui sont comme toi, entre guillemets dans le mal, qui comme toi, regardent un peu ce qui va se passer et tout. Donc, ouais, c'est le moment en tout cas accessoirement donc de consolider, peut-être de tester de nouvelles choses aussi, parce qu'au final, tu fais une mauvaise vidéo en bear. Ça va pas changer grand chose, hein. Je veux dire, tu fais pas beaucoup de vues, ça changera pas grand chose. En bull market, c'est vrai que si t'es bien lancé, je sais pas, tu fais 50 000 vidéos, enfin 50 000 vues à toutes tes vidéos. C'est vrai que si tu te dis tiens, je vais lancer un nouveau concept et qu'il est complètement foireux parce que t'as pas su jauger le public, les attentes et tout, et que ça va plus, ça peut être un gros coup dur pour toi. Donc mieux vaut tester et faire des expériences quand ça vaut le coup, quoi. Malgré tout, c'est dans ces moments-là aussi que l'opportunité réside. Et c'est pas parce qu'il n'y a plus personne sur le marché que, justement, presque au contraire, qu'il peut y avoir une petite opportunité qui se présente et qui t'accompagne sur les mois à venir quand les choses repartent un peu dans le vert, quoi. Exactement. De toute façon, de manière générale, hein, c'est le meilleur moment pour rentrer sur un marché de manière globale, c'est toujours quand c'est en bear. Si tu rentres en plein boule, tu vas commencer et tu vas peut-être gagner de l'argent, voire même beaucoup d'argent parce que ça monte à la verticale. Mais si t'es pas préparé, tu vas monter et puis tu vas voir ton portefeuille fondre et tu vas pas savoir quoi faire. Donc c'est sûr que le pire chose qui peut t'arriver, en fait. exact. Parce Le que bear, c'est quand t'as des formateur. mauvaises habitudes, t'as tout qui part dans le vert, tout va bien, et un jour, en fait, tu t'es confronté à la correction que tu n'as jamais connue. Toi, t'as des outils, justement, par rapport à... pareil, hein, mais des outils, mais là, pour le coup, plus vis-à-vis de la gestion peut-être de ton temps ou de l'influence un petit peu sur les réseaux sociaux. Tu utilises certains outils en particulier? La première fois que j'ai dû écrire, tourner une vidéo et la monter, ça a pris un temps fou pour un résultat qui était pourri. Et c'est comme tout, à un moment donné, tu commences à choper les automatismes, ça commence à aller mieux, etc. etc. Moi j'ai toujours eu l'avantage d'avoir, entre guillemets, l'écriture et le tournage facile. C'est vrai que généralement, l'écriture me vient naturellement, hein, le script, les idées et tout ça, ça vient assez facilement. Et quand je suis face caméra, maintenant encore plus, j'étais déjà à l'aise au départ, mais maintenant encore plus, généralement en 1 ou 2 prises, je suis bon. Donc ça veut dire que c'est vrai que si tu dois recommencer 50 fois la même prise, une vidéo qui fait des fois 10 minutes, tu vas te retrouver à 2-3 heures de tournage. Moi à l'heure actuelle, j'ai un ratio où généralement je vais tourner 30-40 minutes de vidéo au total, et je vais finir avec un truc entre 15 minutes et 20 minutes, quoi. Donc j'ai quand même un bon ratio parce que voilà, ça me prend ça. Après, là où je perds plus de temps, c'est la partie montage parce que je suis pas très à l'aise et surtout que j'aime pas spécialement ça plus qu'autre chose. Autant écrire, tourner, j'aime beaucoup. Monter, j'aime moins. Enfin, je m'amuse pas spécialement en le faisant, mais ça fait partie du job. Donc voilà. Mais j'ai pas vraiment un outil. Enfin, j'utilise beaucoup maintenant l'IA, notamment Gemini de Google. J'utilise beaucoup pour ce qui est notamment la recherche de titres de vidéos et notamment lui soumettre des titres que j'ai trouvés et voir un peu ce qu'elle me dit. Parce que Gemini c'est Google et YouTube c'est Google, hein, surprise. Donc pourquoi est-ce que j'utilise Gemini plutôt que ChatGPT? C'est juste parce que quitte à être chez Google et YouTube, autant que j'y aille jusqu'au bout. Et des fois je lui soumets des titres en lui disant voilà le titre de ma vidéo. Dans celle-ci je parle de ça, de ça, de ça. Est-ce que tu vois des choses à améliorer, optimiser ou autre? Et donc c'est vrai que là ça fait
peut-être 4 ou 5 vidéos que mes titres sont amélioré, optimisé par une IA, alors qu'avant je tapais le titre comme je le pensais. Voilà, des fois il me dit écoute ce mot-clé là est plus percutant que celui-là, donc il y a des petits changements, mais ça s'arrête à ça quoi. J'ai une dernière question et après on va clôturer sur l'influence. Et là c'était plus pour savoir un peu, est-ce que dans notre écosystème, t'as une ou des personnes, mais surtout peut-être une personne que t'admires ou que t'as un profond respect pour son travail ou le contenu qu'il fournit ou le travail même de manière générale, même si c'est quelqu'un qui n'est pas forcément influ. Quelqu'un J'en qui a ai ton plein. respect. Ouais. J'en ai plein, j'en ai plein. Je veux dire, quand je vois qui est indirectement lié à l'écosystème des crypto-monnaies, mais par exemple quand tu vois un Eric Larchevêque, donc qui est un fondateur de Ledger, sa façon de voir les choses, de penser les choses, d'expliquer les choses aussi, parce qu'il il est très bon vulgarisateur et de ça, c'est bluffant. Quand tu vois un gars comme Owen Asher, qui tout jeune fonde une boîte, des sociétés, etc., etc., qui se développe de fou et tout, bah, c'est hyper inspirant pour des gens justement qui voudraient se dire il y a moyen de faire ça. Pour certaines personnes qui font bah voilà même si c'est un côté très trollesque et tout, mais quand tu vois les batailles par exemple de Darkemy contre tout ce qui va être les scams, les arnaques et tout, même si c'est fait avec beaucoup des fois d'humour et tout, qui peut parfois être mal pris, hein, on va être d'accord. Je trouve que c'est une bonne chose d'avoir ce genre de choses dans l'écosystème. Des gars comme Crypto Cello par exemple qui peuvent te retracer, tu sais, avec un bubble map, ils te retracent tout le Ouais. pédigré dans le projet et tout, c'est bluffant. Donc si t'es une personne, et là je m'arrête parce que je pourrais encore en citer plein, je ne saurais pas parce qu'il y a plein de gens que je trouve inspirants dans plein de domaines. Je veux dire, j'aurais les qualités de chacun, enfin les qualités de leur spécialité, on va dire, je pense que j'en serais bien plus grandi, mais bon voilà, on fait tous avec ce qu'on a, et j'essaye parfois de m'inspirer justement de certaines choses, de certains conseils qu'ils peuvent donner, parce que c'est super intéressant quoi. Super. Super, bah écoute, on va clôturer là pour le coup le chapitre de l'influence. Merci à toi pour tout ça. Et Buki, bah écoute, je vais te redonner la pareille et on va essayer d'amuser un peu notre invité pour la fin de session. Maintenant Vas-y. qu'il a le cerveau bien enfumé depuis 1h30, hein. Jolie, belle endurance. Là, rassure-toi, ça va être un jeu timé dans le temps, donc il n'y a pas de souci. On va être sur une série de questions. Tu Ouais, auras 1 minute pour y répondre. D'accord? ok. T'as 2 jokers. Allez, 3, 2, 1, go. Est-ce que tu as déjà pensé à quitter le marché des cryptos? Non. Est-ce que le BTC sera un moyen de paiement mondial dans le futur? Oui, La Creuse ou Dubaï? la Creuse. When Moon, quand sera le prochain top? La date précise. Avril 2025. Est-ce que le TH sera toujours numéro 2 dans 10 ans? Ah, non. La pire crypto à avoir en portefeuille? La pire. XRP, je dirais. T'es plus chien ou Je vais me faire chat? des copains. Excuse-moi. T'es plus chien ou chat? Chat. Ta passion en dehors des cryptos? Au plein. Le sport, les jeux Top. vidéo. Ouais, pas mal. Le sport, les vidéos, ouais. C'est La Seconde Guerre mondiale, étonnamment, oui. la Ça, Seconde oui. Guerre mondiale, d'accord. Eh ben c'est bon, on a fini la minute. Donc t'es Ah bah allé parfait. Là, je peux jusqu'à... finir avec une toute dernière. Ah, Pain au j'étais sûr chocolat que ou t'allais la poser. chocolatine. Mais bien sûr, Smart, vas-y. Chocolat, pas de chocolat. Pas au chocolat, bah ouais, en Belgique, j'imagine. On va clôturer là-dessus, en tout cas. TK, un grand merci de notre part à tous pour ta dispo et nous avoir fait l'honneur d'être présent pour cette première session de l'invité de Wen. Bah, c'était un véritable plaisir et franchement, je me suis bien amusé. J'ai pas vu le temps passer, donc pour moi, c'est bon. Eh ben, c'est cool. Merci beaucoup, en C'était tout cas. Et partagé aussi. le mot de la fin, Smart? Vous voulez rajouter Bah, quelque chose? c'était partagé aussi, on a passé un super moment, c'était super intéressant ce format. On espère te revoir à l'avenir et dans d'autres events aussi, au grand plaisir TK, mais merci pour tout, pour ta présence. Avec grand plaisir, les gars. Salut tout le monde! Merci, ciao ciao.